L'hématocyto au chevet du patient, là c'est pareil, le but c'est d'avoir le maximum d'outils pour essayer d'aller vite, de ne pas perdre trop de temps, de privilégier le temps qu'on va passer aussi avec le propriétaire à pouvoir expliquer, à ne pas passer trop de temps à faire des analyses qui peuvent être des fois un peu fastidieuses, et la cyto, que ce soit au niveau de l'hémato, au niveau de la cytologie des masses, que ce soit au niveau de la cytologie auriculaire, en fait, on en a besoin vraiment tout le temps. Le seul souci, c'est que c'est long, c'est chiant, c'est chronophage. Ça nécessite de prendre le temps, et le temps, des fois, on a des petites mains pour nous faire notre cyto, puis des fois pas. Et c'est pourtant indispensable d'aller vraiment mettre le nez sur ce qui se passe. Et on essaye de le faire au maximum. En pratique, les matos, pareil, plein d'outils. Les machines à NFS, la lecture des nuages de points, les micro-hématocrites quand on n'a pas de NFS. Quand j'ai fait une partie de ma résidence à Liège et le week-end, on n'avait pas d'automate hémato, on avait que la bioche, donc il fallait qu'on compte sur notre frottis et les tubes à micro-hématocrites. Et on faisait toutes les hématos comme ça. Au début, on galère, et puis à un moment, on se dit, on apprend vraiment à lire les frottis parce qu'on est obligé. Et on n'a que nos petits tubes et nos petits frottis sanguins, et on prie pour ne pas s'être trompé, quoi. Effectivement, après, quand on a, soit parce qu'on a un frottis douteux, soit parce qu'on n'a pas le temps de faire un frottis, soit parce que c'est parce qu'on ne sait pas lire un frottis, parce que ça arrive, on envoie la cyto au laboratoire pour avoir un avis, parce qu'on a des valeurs à la machine qui sont bizarres et qu'on a besoin de confirmer. L'hémato, ça passe aussi par des myélogrammes des fois. Est-ce que ce que j'ai dans le sang, les anomalies que j'ai dans le sang, est-ce qu'elles trouvent leur source dans la moelle, et est-ce que j'ai un processus au niveau médulaire qui pourrait m'expliquer ce que j'observe sur ma numération formule? Et puis des trucs beaucoup plus, qui sont moins présents en routine, la cytométrie de flux avec des marqueurs spécifiques qui permettent d'identifier des cellules spécifiques. Donc on a plein d'outils en hémato, là encore. Mais on ne peut pas toujours tout utiliser en même temps, et c'est pas mal de les connaître pour justement, pareil, prioriser et voir où est-ce qu'on va se diriger. La NFS, plein de cas. Pour faire une NFS, en fait, quasiment tout le temps, en fait, sur des bilans pré-anesthésiques, sur des bilans de santé, ne serait-ce pour avoir des valeurs de référence aussi, sur un animal, et pouvoir me dire le jour où l'animal il revient et il est malade, je sais d'où je pars. Et est-ce que cette anomalie, elle était déjà là le jour où j'ai fait son bilan de santé, qu'il allait bien? Donc, si elle était déjà présente et qu'elle est toujours présente, probablement, ce n'est pas ça qui cause des signes cliniques. Par contre, cette anomalie que j'ai là, maintenant, qui vient, qu'il est malade, elle n'était pas présente sur sa base de données de base, il va peut-être falloir que je m'y intéresse. Et ça, c'est intéressant aussi, même si ce n'est pas toujours facile à vendre aux propriétaires. Un animal malade, bien sûr, on cherche, on fait une NFS. Un animal accidenté qui a peut-être perdu du sang, une suspicion d'intoxication, des signes cliniques comme l'hyperthermie, la pâleur, l'essoufflement, la tachycardie. Bref, il y a plein de raisons de faire une NFS. Les 3 cas sur lesquels je me suis un petit peu basée, juste pour vous montrer l'intérêt potentiel de cette cyto au chevet du patient, c'est 3 cas que j'ai vu passer. Alors, ce n'est pas des cas parfaits. J'aime pas du tout faire des cas parfaits où tout colle super bien, parce que dans la réalité, ça n'existe pas. C'est des cas qui ne sont pas parfaits, c'est des cas pour lesquels je n'ai pas toutes les réponses d'ailleurs, mais qui illustrent bien l'intérêt de cette cyto. Qu'on la fasse à la clinique, qu'on la fasse sur une machine, qu'on la fasse soi-même, qu'on la fasse au labo. Oggy, c'est un cocker mâle de 5 ans qui est venu, c'était bilan pré-anesthésique avant détartrage. Et Oggy, bon, surtout, là honnêtement, sur ces valeurs-là, j'ai envie de vous dire, il a un volume corpusculaire moyen qui est un peu petit. Oui, des hématies qui sont un peu petites. Très sincèrement, je ne me suis pas dit non plus, oulala, il a un saignement digestif, il a une anémie microcytaire qui arrive. Bon, il est un peu à la limite inférieure de la normale, mais je ne me suis pas emballée. L'hémoglobine réticulocytaire qui était un petit peu basse, je me suis dit il y a peut-être un processus inflammatoire en cours. L'hémoglobine réticulocytaire, souvent, ça signe un processus inflammatoire, une carence en fer qui peut être soit physiologique, soit liée au fait que, comme il y a un processus inflammatoire, j'ai une séquestration du fer dans les macrophages. Donc bon, là pareil, 21 au lieu de 22, il n'y a pas de quoi non plus grimper au rideau. On se le garde dans un coin et on se dit est-ce que ça me sera utile ou pas, on verra. Au niveau de ces blancs, quand même, il est en leucopénie assez globale. Ce n'est pas dans des valeurs hyper inquiétantes. Au niveau des neutraux, je suis encore supérieure à 1,5. C'est un peu la limite, le seuil qu'on se fixe, c'est 1, 1,5. Quand on tombe en dessous de ça en neutraux, on sait quand même que ça peut commencer à devenir un peu prédisposant pour des processus infectieux ou autres notamment. Donc Oggy, il est leucopénique. Bon, on s'y attendait pas spécialement. Et puis, il est 0 plaquettes quasiment. Donc on est un peu embêté. Est-ce que ce comptage plaquettaire, il est vrai ?
Est-ce que la machine, elle a mis une petite étoile en plus? Ça veut dire qu'elle n'est pas sûre de son comptage. Donc, est-ce qu'il y a des agrégats qui l'empêchent de lire? Est-ce que c'est artefactuel? Est-ce que ma prise de sang, elle a été... j'ai bataillé, du coup, mes plaquettes ont été activées en amont. Du coup, j'ai plus beaucoup de plaquettes dans mon prélèvement. Mais Augie avait été plutôt sage. J'ai un volume plaquettaire, le MPV, l'avant-dernière ligne, qui est plutôt élevé. Donc ça corroborerait plutôt ce que me dit l'analyseur. J'ai pas beaucoup de plaquettes, elles sont grosses. Ça voudrait dire que la moelle, elle est en train de me relarguer des jeunes plaquettes dans la circulation pour pallier ce manque de plaquettes. Et les jeunes, elles sont plus grosses. Et puis j'ai un plateletocrite, la dernière ligne, qui est bas. Et ça, c'est vachement intéressant. Le plateletocrite, c'est l'hématocrite des plaquettes. C'est le volume que représentent les plaquettes dans mon échantillon sanguin. Donc, j'ai pas beaucoup de plaquettes. Un plateletocrite qui est bas, plutôt des grosses plaquettes, j'ai envie de dire, il est peut-être bien vraiment thrombopénique. En plus, parenthèse, c'est un cocker. Et les cockers, ça fait bien des petites thrombopénies à médiation immune. Mais bon, pour l'instant, j'en ai pas la preuve. Je regarde les nuages de points, je me dis, bon, au niveau des rouges, j'ai pas grand-chose par rapport... Ce que je vous ai mis à droite, c'est ce à quoi ça devrait ressembler. Ce qui est à gauche, c'est le nuage de points du patient. Bon, au niveau des rouges, ça ressemble assez, même si on n'est pas très fort en nuage de points, globalement, voilà. Par contre, au niveau du nuage bleu, qui représente les plaquettes, on voit bien que par rapport à la référence à droite, on est quand même beaucoup moins consistant et beaucoup moins dense au niveau du nuage plaquettaire de Augie. Donc là encore, c'est en faveur de se dire, bon, ma thrombopénie, elle a quand même l'air réelle. Au niveau des blancs, ça confirme aussi, vous voyez les nuages de points à gauche, ceux de Augie sont beaucoup moins denses que ceux à quoi on pourrait s'attendre, au niveau notamment des monos et des lymphos. Donc ça a quand même l'air assez réel, le fait qu'il est leucopénique Augie. J'aimerais quand même bien le confirmer avec un frottis. Je résume Augie, leucopénie, thrombopénie qui est quand même assez majeure. À chaque fois qu'on a une pénie, quoi qu'il se passe, il n'y a pas 36 solutions pour être en manque de certains facteurs. C'est soit je les détruis, et souvent c'est ta médiation immune, ou c'est un agent infectieux qui les détruit directement, ou c'est les deux ensemble, j'ai un agent infectieux quelque part, soit dirigé directement contre mes plaquettes, soit contre une autre partie de mon organisme, et j'ai une réaction immunitaire qui se met en place, et par effet de cascade et réactions croisées, je vais détruire des choses que je n'étais pas censée détruire. Donc c'est possible que les deux coexistent. Soit je détruis, soit je consomme. Si je saigne, je vais consommer des plaquettes, soit je ne produis plus. Et là, c'est souvent au niveau de la moelle que ça se passe. Là encore, Augie, c'est un cocker, on a quand même envie de se dire qu'il y a peut-être bien une petite destruction immune médiée là-dessous. Typiquement, Augie, c'est un cas où j'ai vraiment très envie de faire un frottis et de le faire lire si je ne suis pas sûre. Où j'ai très envie, dans tous les cas, de vérifier ce que j'ai là. J'ai besoin de savoir si j'ai des agrégats plaquettaires ou pas. J'ai besoin, d'une façon ou d'une autre, d'arriver à confirmer ou infirmer ce que les chiffres me donnent et ce que mon sens clinique me dit aussi. Mimi, lui, il avait 13 ans. Il est venu parce qu'il était pâle. Effectivement, il avait des raisons de l'être. Très anémié. Mimi, on peut parler d'anémie majeure dans le cas de Mimi. On est quand même bien en dessous des clous. On a une hématocrite à 15%, une hémoglobine à 4. Ça commence à pas faire beaucoup. Mimi, il a de quoi être pâle. Là, typiquement, un cas d'anémie comme ça, c'est un cas où on va avoir envie d'aller regarder au frottis. Mon animal il est anémié. Ça pourrait être d'origine infectieuse. Je pense à l'hémobartonellose chez le chat. Ça pourrait être à médiation immune, soit vraiment primaire, soit sur mon hémobartonellose par-dessus. C'est possible aussi. Je peux avoir plein. Est-ce qu'il a perdu du sang? Est-ce qu'il a saigné? J'ai envie de voir mon frottis. Pourquoi? Parce que je voudrais bien voir si j'ai des agents infectieux. Je peux voir des hémobartes ou pas. Je les vois que dans un tiers des cas. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'en voit pas. Elles se détachent en général à la prise de sang de la surface des globules rouges. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'en voit pas qu'il n'y en a pas. Mais j'ai envie de faire un frottis pour regarder ça. J'ai envie de savoir si j'ai des sphérocytes qui pourraient me dire je suis peut-être sur une médiation immunitaire, même si chez le chat, ce n'est pas toujours évident de les reconnaître. Est-ce que j'ai une anisocytose marquée qui pourrait me faire dire que ma moelle commence un petit peu à se bouger et à libérer des jeunes globules rouges? Est-ce que j'agglutine? Est-ce que j'ai des choses sur mon frottis qui pourraient m'orienter plus dans telle ou telle direction? Sur une anémie, on peut difficilement se passer de l'observation des cellules. Au niveau des blancs, bon, c'est pas si pire. J'ai une monocytose qui n'est pas folle, qui est là. Je ne vais quand même pas partir sur une leucémie monocytaire à 3 de mono. Je le garde quand même dans un coin, c'est un truc à noter. En début de leucémie, d'un processus leucémique myéloïde, il y a forcément un moment où je vais être à 3 en monocytes. Maintenant, là, comme ça, je ne pense pas leucémie directement parce que j'ai des monocytes à 3 sur Mimi. Plaquettes pas très élevées non plus, mais Mimi, prise de sang un peu sport. Donc là encore, mes plaquettes pas très élevées, j'aimerais bien un frottis, j'aimerais bien une interprétation de mes cellules, j'aimerais bien quelqu'un qui me dise « Ok, ma thrombopénie, est-ce qu'elle est réelle ?» Même si elle n'est pas hyper dangereuse à 90, je reste au-dessus de 60, j'aimerais être sûre que je peux quand même compter sur un nombre de plaquettes raisonnable.
Pareil, les nuages de points de Mimi, effectivement, les plaquettes, ça n'a pas l'air foufou, c'est un peu moins dense que ce à quoi on pourrait s'attendre. Maintenant, pareil, la prise de sang était sportive et je pense qu'il a activé ses plaquettes en amont, Mimi, même si j'attends toujours mon frottis ou ma lecture cellulaire. Au niveau des blancs, effectivement, on a une monocytose. Vous voyez que le nuage rouge, il est un peu plus corsé que ce à quoi on pourrait s'attendre, donc c'est confirmé. Pas de panique non plus sur les monos pour l'instant. Bon Mimi, très anémié. Même principe que pour la thrombopénie, soit je détruis, soit je perds, soit je ne produis pas. Monocytose, on a peut-être un processus inflammatoire, infectieux, néoplasique, pourquoi pas. Sur quelque chose à médiation immune, on est dans un contexte inflammatoire, je peux m'attendre à une monocytose, notamment chez un chat. Parce que je suis là avec mon anémie à me dire, je vais quand même partir prioritairement sur une hémobarte, plus ou moins médiation immune ou médiation immune toute seule. Thrombopénie, j'attends de lire mon frottis ou de lire mes cellules, mais globalement, on va partir sur destruction, consommation, défaut de production, mais sur lui, je pense quand même que c'est plutôt des agrégats. Et enfin, Jeep, un dernier cas sur lequel il serait bien intéressant de savoir à quoi ressemblent mes cellules. Jeep, c'est un vieux labrador qui a 10 ans, qui est modérément anémié. Après, sur un vieux labrador de 10 ans, à 14 d'hémoglobine, avec une numération de ces globules rouges un peu basse, sincèrement, moi, la première, je ne panique pas. En général, c'est des valeurs auxquelles on peut s'attendre sur un chien un peu âgé, avec des processus un peu chroniques et une petite séquestration du fer dans les macrophages qui est un peu chronique chez eux aussi. Par contre, les blancs de Jeep, 91 000 blancs, c'est rare que j'en ai vu autant. 91 000 blancs, on se dit « wow !» Et c'est beaucoup de neutraux, beaucoup de monos. Forcément, il est vieux, on se dit « il a une leucémie ». Enfin, en tout cas, c'est l'hypothèse principale, qui ne serait pas lymphoïde, mais qui serait myéloïde, vraiment une leucémie neutrophilique, qui pourrait être aiguë ou chronique d'ailleurs, parce que Jeep, il ne va pas si mal. Il est venu pour un bilan de santé, il ne se traîne pas. Donc, dans un contexte chien âgé avec une leucocytose qui est à ce point, c'est vrai que ma première hypothèse, honnêtement, je me suis dit, il est leucémique ce chien, il a une leucémie neutrophilique, donc une leucémie myéloïde, mais qui a l'air chronique. Vu mes signes cliniques, il n'a pas l'air de se dégrader vitesse grand V. Quand on est dans un contexte aigu, le chien, il dégringole en quelques semaines. Bref, mais pour l'instant, j'en suis pas sûre. Et là, j'aimerais bien voir la tête de mes globules blancs, j'aimerais bien voir mes neutraux, mes monos, être sûre que les monos, les neutraux étaient bien classés. La machine m'a mis des petites étoiles, elle n'est pas sûre de son classement, j'ai peut-être des cellules atypiques qui l'empêchent de faire le distinguo. Là, j'ai vraiment besoin de savoir à quoi ressemblent mes cellules, vraiment. Nuage de points, au niveau des rouges et des plaquettes, rien de foufou. Au niveau des blancs, vous le voyez, le distinguo entre le nuage rouge et le nuage violet, il est un peu arbitraire, la machine n'est pas du tout sûre de son classement. J'ai peut-être des cellules atypiques au milieu, j'ai peut-être des band cells, j'ai peut-être des blasts, je ne sais pas. Tant que je n'ai pas le nez dessus, je ne pourrais pas le savoir. J'ai besoin de ma cyto. L'anémie légère de Jeep, j'avoue que je ne m'en suis pas hyper préoccupée au début. Par contre, j'avais vraiment très envie de savoir cette leucocytose neutrophilique et monocytaire, à quoi elle pouvait être due. Et c'est vrai que honnêtement, sur le coup, j'étais vraiment partie sur un processus leucémoïde. Microhématocrite, on en a parlé. Quand on n'a pas d'automate, on fait une microhématocrite. Si on a la centrifugeuse et les petits tubes pour aller avec. Une autre technique très bien aussi, c'est vous laisser décanter dans votre tube et puis vous regardez, globalement, c'est un peu l'image que je vous ai mis en bas, on se rend quand même vite compte, si vous avez un animal qui est rose, tout va bien, et que vous avez vraiment un fond de tube, il y a un truc qui ne colle pas. On arrive quand même à se rendre compte assez bien, une fois que ça a bien décanté dans le tube, du volume des globules rouges par rapport à l'échantillon total. Des fois, quand on n'a pas de mesure de l'hématocrite, on fait un peu avec ce qu'on a. Le frottis, c'est ce qu'on dit. Il est systématique, il fait partie du bilan sanguin de base. Normalement, si on voulait tout bien faire, mais on ne peut pas, mais on essaye, à chaque NUM, on devrait coupler un frottis, ou au moins une observation des cellules, d'une façon ou d'une autre. Il faut qu'on aille voir la tête de ces cellules. Vous l'avez vu sur les 3 cas que je vous ai présentés, on a vraiment besoin de les voir, ces cellules. On a besoin de contrôler les valeurs que la machine donne. La machine, ça reste une machine. Il n'y a aucune machine qui est parfaite. La machine, quand elle met des petites étoiles, c'est qu'elle ne sait pas. Elle n'arrive pas à classer parce qu'il y a des cellules qui n'ont pas lu les bouquins et qui n'ont pas toutes les caractéristiques auxquelles elle s'attend. On a besoin de l'œil du clinicien. On a besoin d'un œil qui va nous dire « Ok, là, j'ai des cellules qui sont louches ou pas et j'ai besoin de les caractériser correctement. » Augie, notre cocker thrombopénique, effectivement, il n'y a pas beaucoup de plaquettes sur le frottis. Forcément, bien sûr, je vous ai pris une zone où il n'y en avait pas, mais effectivement, c'était très dur de les trouver. Globalement, moins de 3 à 5 plaquettes par champ à immersion, c'est qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc effectivement, on a confirmé la leucopénie au frottis. Effectivement, j'ai un peu cru la machine sur parole parce qu'une leucopénie modérée sur un frottis, c'est pas non plus hyper évident quand on n'est pas. Moi, je suis pas ClinPath, je suis interniste, à confirmer. Par contre, la thrombopénie, oui, elle était là. Je l'ai vue au frottis et je savais que ma prise de sang s'était bien passée, donc que c'était pas quelque chose d'artefactuel. Mimi,
Anémie sévère, on voit des rouleaux qui c'est pas de l'agrégation, c'est pas de l'agglutination les rouleaux, mais les rouleaux peuvent néanmoins être un signe de médiation immunitaire. La monocytose, oui, c'est un joli monocyte là qui est au milieu, mais bon, moi j'étais pas assez calée pour confirmer la monocytose. Et la thrombopénie, j'en avais sur mon frottis. Donc je me suis dit que c'était très probablement quelque chose d'artefactuel lié à la prise de sang. Et Mimi, du coup, je ne sais toujours pas pourquoi il est anémié. Bon, sur mon frottis, j'étais pas tellement plus avancée, juste à part me dire, bon, il y a peut-être une médiation immunitaire sous-jacente. J'ai pas vu d'hémobart, c'est pas pour ça qu'il n'y en a pas. Et JIP, alors effectivement, du neutro partout. Ce qui m'a du coup un peu interpellée, je m'attendais moi à voir des blasts, des trucs magnifiques, un truc leucémoïde de fou. J'avais beaucoup de neutraux, mais ils étaient... Bon, j'avais des band cells, mais globalement, c'était des neutraux qui avaient l'air d'être assez matures. J'étais pas sur un truc, en tout cas pas quelque chose d'aigu. Je me suis dit, bon, il y a peut-être bien une leucémie chronique, neutrophilique, mais peut-être qu'en fait, il est en sepsis, ce chien. Il n'avait pas beaucoup de signes, hein. Franchement, JIP, il venait... Bon, c'était vieux papy, mais... j'avais pas d'indice qui me disait ok, je vais aller chercher un foyer inflammatoire ou infectieux quelque part. Et il m'a bien piégée. Donc effectivement, là j'ai envoyé une relecture de frottis parce que j'avais besoin de savoir si je pouvais m'orienter sur quelque chose de néoplasique avec cette leucocytose à 91 000 ou s'il fallait que je cherche un foyer inflammatoire infectieux parce qu'au niveau démarche diagnostique, je partais pas du tout sur les mêmes tests. Donc sitôt au labo, dans quel cas, dans le cas où on sait pas, où on n'a pas pu faire un frottis, où on n'est pas sûr du frottis, où on ne sait pas lire un frottis, où la NFS est très modifiée et où on a besoin de savoir est-ce que réellement il faut que je me tourne vers d'autres analyses et surtout lesquelles, pour ne pas partir dans tous les sens. Et au Guy, au labo, il y a eu une leucopénie qui était confirmée par lecture du frottis. Il y avait une sphérocytose, c'est-à-dire des globules rouges qui se sont fait partiellement grignoter la membrane et qui du coup sont plus petits et qui peuvent signer un process à médiation immune. Pas forcément primitivement dirigé sur les globules rouges, il peut être primitivement dirigé contre autre chose, mais ça faisait bien contexte médiation immune sur Augie, thrombocytopénie qui était confirmée. Je me suis dit, purée, lui pour le coup, s'il ne fait pas son petit syndrome de Evans avec sa thrombopénie à médiation immune, là pour le coup, il y avait un peu tout qui collait sur Augie. Et en plus, c'est souvent des découvertes fortuites. Ce pas des chiens qui arrivent en saignant comme des cochons. Donc lui, franchement, ça collait. En plus, il était relativement jeune. Tout m'allait bien. Lui, pour le coup, la leucopénie, j'ai pas trouvé. Je sais pas. Peut-être que lui, c'est ses valeurs physiologiques. J'ai rien trouvé qui me le rendrait leucopénique. J'ai pas trouvé de foyer infectieux qui pouvait m'occuper les globules blancs. J'ai pas trouvé. Lui, probablement, il avait peut-être des valeurs physiologiques qui étaient dans ces eaux-là. Je l'ai pas recontrôlé, j'avoue, parce que je le voyais en référé, j'ai pas suivi derrière. Mais honnêtement, bon, il n'était pas dans des valeurs inquiétantes. Mais je ne sais pas pourquoi il était leucopénique. Honnêtement, je n'ai pas investigué. Mimi qui était très anémiée. Finalement, frottis, c'était pas si pire. Il y avait des rouleaux, il y avait une leucocytose modérée et possible sous-estimation de la numération plaquettaire avec des agrégats. Ça nous allait bien. Pas vu d'hémobart. Médiation immunitaire possible, probable. On a fait le tour, effectivement, on n'a rien trouvé d'autre. Il y a peut-être une hémobarte sous-jacente qu'on n'a pas trouvée. Dans ce cas-là, si on a un doute, on fait une PCR pour savoir si on va aller trouver l'agent infectieux là où il est censé se trouver. Je n'ai pas trouvé de facteur déclencheur à une anémie hémolytique primitive. On le trouve rarement. Ça peut être tout et n'importe quoi. Bon, et gardez surtout en tête que sur le coup de la présentation, il n'était pas régénératif, mais on n'est pas toujours régénératif au moment de la présentation. Chez le chat, ça peut être très tardif. Même en cas d'anémie très majeure, des fois, ils mettent 10 voire 15 jours à régénérer. Donc, on ne lâche pas l'affaire, on ne se démoralise pas. Le chat, des fois, la moelle met un petit peu de temps à repartir. Et JIP, JIP, on est parti sur quelque chose d'inflammatoire infectieux parce que tumoral, c'était vraiment la troisième hypothèse. Ça faisait plutôt foyer inflammatoire infectieux. Une leucémie myéloïde ne pouvait pas être exclue avec des neutrophiles très matures, c'était possible, mais l'hypothèse principale en lecture de frottis, c'était un process inflammatoire infectieux. Et effectivement, je l'ai trouvé. Il avait des foyers pulmonaires radio-opaques multiples, sans signe. JIP était vraiment... juste signe qu'il était vieux, en fait, mais un vieux qui est un peu essoufflé, des fois qui tousse un peu. Les gens n'avaient rien remarqué de particulier et ils ne venaient pas du tout pour troubles respi. Et donc après, on est parti dans une exploration scanner, ponction, lavage, CRP, des cultures, parce qu'il y a tellement de trucs qu'on peut faire quand les gens nous laissent faire et que l'animal est assuré, c'est un bonheur. Mais effectivement, lui, moi quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est bon, il a une leucémie ce chien. Et non. Bon, c'était pas hyper mieux d'avoir des foyers pulmonaires partout, mais finalement, c'était préférable. Myélogramme, on va le faire dans les cas où effectivement, typiquement, on serait parti sur quelque chose de vraiment leucémoïde, où on a une anémie qui est non régénérative et qui ne régénère pas malgré les traitements. On va partir faire un myélogramme.
Donc ça, après, c'est des tests comme la cytométrie de flux qui va vraiment permettre une identification, un marquage cellulaire très précis pour les identifier, faire des rapports entre différents types cellulaires, notamment dans le FIV. Ça, c'est des choses des outils qu'on a, mais qu'on va utiliser moins parce que on a des fois le diagnostic avant. Et les cas où on doit les utiliser, il faut que ces tests soient disponibles. Et ça ne se fait pas en routine, en tout cas pas au chevet du patient. En pratique, on l'a vu, le frottis sanguin, c'est chiant, c'est chronophage, c'est dur d'en faire un joli. Il faut avoir pété pas mal de lames avant d'arriver à faire un truc, un joli petit frottis. On est toujours hyper fiers quand on le fait. Et j'avoue que j'en refais de temps en temps, entre guillemets, pour le plaisir, parce que j'ai peur de perdre le coup de main. Je me suis tellement cassé les dents à faire des frottis les week-ends à Liège que je serais vraiment dégoûtée de perdre le petit coup de poignet. Mais effectivement, c'est chiant, les colorations, c'est chiant. Il y a toujours le moment où tu l'as mis dans la coloration, tu es parti faire autre chose, tu reviens, le truc c'est violet foncé, il n'y a plus rien à voir, à interpréter, ça va être compliqué. Personne ne fait le même frottis, personne ne fait la même coloration, personne ne rince de la même façon. On a tous l'habitude de lire nos frottis, on a l'habitude de notre microscope, puis des fois on ne sait pas trop ce qu'on a vu. C'est dur à facturer aussi parce qu'on n'a pas vraiment d'image à donner aux gens. Alors des fois, on s'amuse avec le téléphone à essayer de viser l'objectif pour essayer de leur montrer ce qu'on a vu, ou on les invite au labo pour qu'ils regardent, ils regardent des trucs, ils ne savent pas trop ce qu'ils voient. C'est compliqué de facturer un frottis sanguin et pourtant c'est hyper indispensable. C'est un peu la même problématique avec l'examen du culot urinaire, où c'est dur de dire aux gens « bah ouais, j'ai vu ça », ou « je ne suis pas trop sûre de ce que j'ai vu, et j'ai essayé de vous faire des photos, venez regarder, ça c'est des cylindres, ça c'est des cristaux ». C'est d'ailleurs à ça, pour pallier ce truc-là, que la machine SediView existe, c'est-à-dire que ça nous met dans le rapport les images qu'on a du mal à montrer aux propriétaires et les commentaires qui vont avec. L'équivalent pour ce qui est frottis sanguin, c'est le InView. C'est même principe et même objectif, c'est-à-dire je fais gagner du temps. Et je vais permettre d'intégrer dans mon compte-rendu des nouveaux commentaires. Est-ce que j'ai des agrégats plaquettaires? Tout ce que je ne pourrais pas forcément voir au frottis ou tout ce que je n'ai pas le temps de voir au frottis parce que je n'ai pas le temps de faire un frottis. Et en plus, j'aurai des images dans le compte-rendu qui me permettent aussi de dire aux gens « j'ai fait ça, et si je te facture ça ?» Tu vois, c'est un test supplémentaire que j'ai fait, comme ma NUM, comme ma bioche, comme mon échographie, comme ma ponction, comme ma cystosynthèse. Le InView, il évalue la morphologie des cellules sanguines. Les plaquettes, est-ce que j'ai des agrégats ou pas? Est-ce que mon comptage il est faussement abaissé ou non? Est-ce que j'ai des sphérocites, donc possiblement un contexte immun médié? Est-ce que j'ai une agglutination au niveau de mes globules rouges, donc potentiellement un contexte immun médié, primaire ou secondaire? Est-ce que mes neutrophiles, là, qui sont tout bizarres, que la machine a du mal à classer, est-ce que ce sont des neutrophiles immatures, des band cells? Est-ce que j'ai un left shift qui pourrait me dire, ok, j'ai un processus inflammatoire qui est en cours, ou à médiation immune aussi? Et puis je vais intégrer tout ça dans mon compte-rendu. En pratique, ça a été fait pour être rapide et faire gagner du temps et passer plus de temps avec le patient et le propriétaire. Vous avez une petite cupule, vous prélevez votre sang avec votre pipette, vous la mettez dans le réactif, vous bouchez votre cupule, le réactif tombe dans le milieu spécifique, vous agitez, il y a tout qui se mélange, les marquages cellulaires sont faits, vous mettez votre petite goutte sur votre cassette, vous la mettez dans la machine et vous partez faire autre chose. Le principe, c'est des principes de longueur d'onde et de fluorescence. Ce qu'il y a dans les réactifs sont des agents qui marquent les cellules. Les cellules, en fait, vont être mises en suspension, donc pas écrasées comme on pourrait le faire avec un frottis. Elles sont vraiment regardées en 3D, elles passent dans un faisceau lumineux et elles vont être soumises à différentes longueurs d'onde. Et selon ce qui va fluorescer ou ne pas fluorescer, selon les marquages que les cellules ont pris, ça va permettre de les identifier. Ça, c'est l'intérieur. Et donc, chaque cellule, elle est passée à différentes longueurs d'onde, ce qui permet d'avoir des espèces de photos sous chaque longueur d'onde différente de chaque cellule, de les mettre toutes ensemble pour dire « ok, c'est ça comme cellule, c'est ça que je suis en train d'observer ». Les cellules ne sont pas écrasées, donc ça aide à l'interprétation. On peut vraiment être multidimensionnel dans l'interprétation. On gagne du temps. Et là, c'est standardisé. Il n'y a pas de « je laisse combien de temps dans tel colorant, comment je rince, comment merde, je l'ai oublié dans le fixateur » ou « zut, ça fait déjà une demi-heure qu'il est dans l'éosine et du coup, le truc, ça va être difficile de recolorer par-dessus ». Donc, il n'y a pas d'artefact opérateur dépendant. Et vous avez des photos dans le rapport. Et les photos, elles sont sympas. Donc, c'est assez... c'est sympa d'avoir un compte-rendu avec des jolies photos. Ça justifie aussi le temps passé et l'examen. Et puis, votre envoi au laboratoire de référence, il va être justifié aussi, parce que la machine, elle n'est pas là pour vous dire « ok, il a une leucémie ». Elle est là pour vous dire « là, il y a des trucs vraiment bizarres, ce serait bien d'envoyer ça à un CleanPath, il faut l'œil d'un veto ». Pour nous dire « ok, là, on va s'orienter plutôt là-dessus ». La machine, elle va juste faire le travail de lecture de frottis qu'on n'a pas forcément le temps de faire. De dire « ok, là, il y a un doute, là, il va falloir demander au CleanPath, il va falloir lui dire « ok, il faut qu'il regarde ça avec son œil de veto ». Et
l'apprentissage de la machine, il est permanent. Plus elle va travailler, plus elle apprend, et plus toutes les machines apprennent. Elles ont été dressées par des CleanPath et des Anapath qui continuent de les formater en permanence et de les entraîner à reconnaître. Et la machine elle-même, quand elle reconnaît, quand elle voit des choses anormales plusieurs fois de suite, c'est elle-même qui va dire « Ok, là, ça fait plusieurs fois que j'observe ça c'est quoi ? Il va falloir que tu me le dises. » Et là, c'est les CleanPath et les Anapath qui rentrent en jeu pour la dresser, entre guillemets. L'intérêt pour qui ? Pour tous ceux qui consultent au quart d'heure et qui n'ont pas toujours le temps d'aller se pencher sur le frottis. Tout ce qui est consultation d'urgence, ça permet, c'est toujours, le but c'est de gagner du temps. On a tous fait des dimanches de l'horreur ou des samedis de l'horreur en urgence où on aimerait pouvoir prendre du temps mais on ne peut pas. Mon frottis, j'ai regardé mon frottis, il y a un truc qui ne va pas. Mon frottis, il est douteux, ok, je vais mettre ça dans la machine et je vais voir si la machine elle est d'accord avec moi. Et puis si on n'est pas d'accord, on verra en fonction de ce qu'elle me dit, est-ce que j'en vois, est-ce que j'en vois pas. Pour les internes, les stagiaires, c'est hyper formateur. Moi, je sais, en tant que résidente, j'aurais bien aimé avoir ça parce que du coup, sauf que moi, du coup, j'avais mon mentor. Je lisais mon frottis, ensuite je lui montrais et je lui disais ce que j'avais vu et il me disait si ce que j'avais vu, ça collait et si je ne m'étais pas trompée. Des fois, si le mentor n'est pas là ou qu'on a des stagiaires, des internes qui veulent se former, ils lisent leur frottis, ils le mettent en machine et ils comparent. Et puis pour le propriétaire, parce que c'est sympa d'avoir des commentaires supplémentaires et des jolies photos sur un rapport. Typiquement, il va nous intégrer les sphérocytes et la présence ou non d'agglutination. Il va nous intégrer la présence des neutrophilies matures et une estimation du comptage plaquettaire, là où la machine a dit « Ok, j'ai mis une petite étoile parce que peut-être il y a des agrégats et j'en suis pas sûre ». Il va mettre des hypothèses et des considérations diagnostiques en disant on a une anémie régénérative, on a une sphérocytose, on a une agglutination, donc c'est évocateur d'une anémie hémolytique à médiation immune. Il va vous mettre des commentaires sur ce qu'il voit. Il n'est pas là pour vous dire ok c'est ça, mais pour dire ok avec ce que je vois, les hypothèses diagnostiques et le différentiel c'est ça. Et je te mets des jolies petites images parce que si tu peux imprimer en couleur c'est joli. En pratique la cyto, ça va être la même chose pour les oreilles, pour tout ce qui est masse, pour les nodules, les nœuds lymphatiques. Même contrainte de temps, même contrainte opérateur dépendant, pour les oreilles, en gros, c'est pareil. C'est absolument le même principe. Ça va pouvoir vous dire, OK, est-ce que j'ai des bacilles ? Est-ce que j'ai des coques ? Est-ce que je les ai dans des quantités qui me feraient suspecter que mes signes cliniques et mon otite pourraient être infectieux ou pas ? Est-ce que j'ai des leucocytes ? Est-ce que j'ai des levures ? Ça marche pareil, sauf que là, c'est le petit écouvillon auriculaire qu'on va secouer à l'intérieur du réactif. On bouche, on laisse mélanger. On pose oreille gauche, oreille droite. Je le mets dans la machine. Et la machine... elle va nous dire, OK, sur l'oreille gauche, voilà ce que j'ai. J'ai des bactéries en telle quantité, c'est quand même nombreux, OK. Les levures, flore normale, présence d'érythrocytes, considération diagnostique, voilà, ça peut faire penser à une otite primitivement bactérienne. J'ai quand même une flore qui est assez conséquente au niveau des coques. Ce n'est pas quelque chose de physiologique. L'oreille droite, parce qu'elle va les séparer. Bon, souvent, on a quand même sensiblement la même chose d'une oreille à l'autre, mais il peut arriver qu'on ait des choses un peu différentes, voire une seule oreille touchée. Là, pour le coup, ça vaut le coup de prélever les deux oreilles avec une seule cassette. Vous ferez les deux. Et puis, on attend la suite, tout ce qui va être cyto des nodules et des masses qui arrivent et qui élargira encore les possibilités et les soins et le panel de soins et de diagnostic qu'on pourra nous proposer aux propriétaires et puis surtout nous aider à être plus rapide, avoir plus de temps pour discuter avec les gens et savoir quand on doit envoyer au labo, que ce soit justifié, qu'il y ait une raison de le faire. Et du coup, on a hâte. You're seeing what the IDEXX InView DX Cellular Analyzer sees. Cells, but not just cells. Cells in their natural state. This changes everything. Now these cells aren't just seen. They are understood. Blood morphology, ear cytology, and coming next, FNA samples for lumps and bumps. How does IDEXX InView DX do it? It starts by prepping your patient's sample with a few quick and easy steps. No more slides, no more time-consuming manual prep. Just load and go. Multidimensional interrogation of cells in their natural state ensures distinctive measurement of cellular content, while it's AI built and trained for continued learning by IDEXX's global network of board-certified pathologists gives you clinically important results in under 10 minutes. The IDEXX InView DX also quantifies results to help you objectively track improvements in your cytologies and gets you a complete hematology view in clinic when combined with our ProCyte analyzers.
And of course, your diagnostic report and customer-friendly images are automatically captured in the IDEXX VetLab Station and in VetConnect Plus. That's the power of seeing cells like the IDEXX InView DX Cellular Analyzer sees them. That's the power of seeing cells like never before.